Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Mesdames et messieurs, retour au direct et nous sommes heureux d'être en ligne avec monsieur Didier Liski, le préfet connu et reconnu à l'échelle nationale voire internationale. Bonjour monsieur le préfet. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. Comme vous le savez, c'est une émission qui a suivi cette question de l'islam de France depuis un certain temps, maintenant presque 2 ans qu'on essaie de traiter ce dossier d'une manière transversale, mais aussi l'actualité oblige et votre dernier livre nous impose aussi d'avoir plus de clarification de votre part parce qu'il s'agit d'un livre de taille. Il faut bien préciser à notre auditoire que monsieur Didier Liski est préfet directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, président de l'Institut européen en sciences de religion et écrivain, et son dernier livre, Les airs de l'islam de France. C'est un livre qui est dans les éditions du CERF, c'est bien ça? C'est ça. Parfait. Alors j'invite tout le monde à lire ce livre qui est de taille, qui peut être un livre d'éclairage par rapport à ce qui se passe pour l'islam de France, sachant que monsieur Liski, il s'agit d'un haut fonctionnaire de l'État, donc c'est un homme de terrain, un homme qui connaît le dossier de l'islam d'une manière très importante. Et ma première question, monsieur Liski, on survole rapidement votre livre. Vous avez répété presque 13 fois comme entrée de chapitre, misère, 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 misère de l'exception française, misère du monde musulman, misère pour l'intellectuel musulman, et ainsi de suite, jusqu'à misère de l'islam consulaire. Pourquoi ce mot misère qui se répète à chaque fois? S'agit-il d'un constat que vous avez pu faire en tant que fonctionnaire, et en tant que technicien de ce domaine? Ça fait plus que 10 ans si je ne me trompe pas. Comment, ça fait plus que 10 ans, oui. Voilà. Donc, justement, c'est un constat ou bien c'est simplement c'est une interpellation pour attirer l'attention sur la nécessité de faire quelque chose par rapport à ce dossier? C'est à la fois une interpellation et puis un constat malheureux. Et c'est pour ça que j'essaye de reprendre point par point ce qui empêche la structuration du culte musulman en France. D'abord, une incompréhension de ce qu'est la laïcité et parfois son instrumentalisation par ceux qui veulent stigmatiser les musulmans, et puis surtout l'incapacité de ceux qui se veulent les représentants des musulmans depuis de nombreuses années à mettre entre parenthèses leurs conflits internes, leurs conflits entre nationalités pour prendre vraiment en charge les dossiers qui intéressent vraiment les fidèles, c'est-à-dire l'entretien et la construction des lieux de culte, la formation des imams, la qualité du pèlerinage, etc. Et malheureusement, dans le contexte que nous connaissons aujourd'hui, eh bien, il serait particulièrement important que pour l'ensemble des fidèles, comme pour l'ensemble de la population, il y ait une meilleure structuration du culte musulman en France. S'agit-il d'un problème musulman, tout court, ou bien un problème qui rentre dans le cadre des problèmes qui peuvent être réglés en partie par l'État français? Je pense que, en ce qui concerne l'État, il est arrivé d'une certaine manière aux limites de ce qu'il pouvait faire, c'est-à-dire inciter les responsables à justement prendre en charge les dossiers qui intéressent profondément les fidèles musulmans. Et pourquoi il est aujourd'hui à la limite? Parce que les choses deviennent trop complexes dès lors qu'on commence à discuter de l'islam consulaire, des rapports entre États, etc. Et dès lors qu'on rentre dans cette logique qui est une logique supranationale, eh bien on arrive très vite à des points de blocage. Est-ce que l'Algérie peut accepter de ne pas avoir une intervention systématique sur les mosquées dans lesquelles il y a beaucoup de personnes d'origine, de nationalité algérienne? Est-ce que le Maroc est prêt à retirer son contingent d'imams consulaires? Est-ce qu'en particulier aujourd'hui la Turquie est prête à renoncer à un contrôle de sa diaspora à travers l'action de la Diyanet? Tout ça c'est compliqué et ça suppose d'abord qu'il y ait une prise de conscience des responsables et puis peut-être aussi une action des fidèles pour justement
limiter ses interventions et pour se concentrer sur le culte et sur le fait qu'ils ont envie de croire en paix et pas de croire en étant instrumentalisés par un certain nombre de structures et d'États. Tenons compte d'un certain nombre de questions qui a été posées à un grand nombre de musulmans. Il y a un grand nombre de musulmans qui vivent en France. Ils veulent plus entendre parler de cette ingérence des pays étrangers dans leur culte, puisque ce sont des gens qui disent nous sommes des Français, nous vivons ici en France. Et la quasi-totalité, ce sont soit des franco-marocains, franco-algériens, franco-turcs ou autres. Donc il y a quelque part il y a un problème de souveraineté qui s'impose. Il y a aussi parfois un peu de schizophrénie, c'est-à-dire que les mêmes qui vous disent ils sont français, ils ont un attachement profond au pays d'origine de leurs parents et ils acceptent plus ou moins des formes, je dirais, d'intervention de pays qui pour eux a effectivement une très grande importance, parce que sinon les choses ne seraient pas depuis des années inscrites de cette manière-là. Donc bien évidemment, j'entends ceux qui disent on est français, on n'est pas algérien, on n'est pas marocain, mais en même temps, combien de fidèles refusent par exemple la présence d'un imam payé par l'État algérien ou par une fondation marocaine dans leur lieu de culte, en expliquant aux responsables associatifs, l'imam que nous souhaitons, ça ne doit pas être quelqu'un qui vient du Maroc ou d'Algérie ou de Turquie. Je n'ai jamais vu d'assemblée de fidèles remettre en cause vraiment ce genre de choses. Et on prend même une mosquée comme la Grande Mosquée de Paris, plusieurs milliers de fidèles tous les vendredis. Voilà, on n'a pas une réaction de ces fidèles de remise en cause d'un mode de fonctionnement où ce qui domine, c'est quand même la prégnance de l'État algérien. Par rapport à d'autres cultes, on voit pas d'autres États qui interviennent sur le culte judaïque ou chrétien. C'est pas exactement comme ça, parce que l'Église catholique est structurée avec un chef qui est en même temps le chef d'un État, et donc c'est pas exactement un problème de souveraineté, c'est un problème d'organisation interne, parce que ce qui est frappant, c'est que dans cette organisation où l'islam consulaire a un poids important, cet islam consulaire n'a pas comme préoccupation première l'amélioration de la situation des fidèles, mais plus la volonté de contrôle, alors que l'État du Vatican, malgré tout, a une intervention qui est plus en direction des fidèles, d'une certaine manière, que de la défense de l'État du Vatican, même si les deux choses peuvent être liées par moment. Néanmoins, Monsieur le Président de la République, après à bras court ce dossier, et nous attendons un petit peu les résultats après ces consultations qui ont lieu, qui ont continué encore à avoir lieu à travers toute la France. Mais il y a des tentatives, j'ose dire privées, comme le cas du rapport de l'Institut Montaigne et notamment de notre ami Monsieur Hakim Al-Karoui, qui amène des idées. Est-ce que selon vous, ces idées, cette initiative, voulue ou pas voulue par la présidence, c'est une initiative qui peut régler une partie ou bien la totalité des problèmes de l'islam de France? En tout cas, c'est une initiative intéressante parce qu'il est important que des personnes comme Hakim El-Karoui, qui sont à la fois dans la réussite sociale et qui veulent s'intéresser à l'organisation du culte, produisent des propositions. Après, il faudrait regarder proposition par proposition si elles sont tenables ou pas. Je ne crois pas, par exemple, que l'État français puisse désigner un grand imam de France. Je pense que c'est contraire à la tradition sunnite et c'est en plus, à mon avis, très difficile de remettre en cause la loi de 1905 et la séparation entre les églises et l'État. Donc, je pense que ça, c'est une proposition qui n'est pas viable. Je vois bien sa motivation, mais elle me semble pas viable. Après, il y a tout ce qui tourne autour du pèlerinage et de la négociation avec un État comme l'Arabie Saoudite pour limiter ou mieux contrôler la délivrance des visas de pèlerinage. Je pense que ça, c'est une proposition qui est beaucoup plus intéressante et qui mérite d'être travaillée. Donc, dans les propositions d'Hakim El-Karoui, il faudrait les voir une par une pour voir si elles sont totalement pertinentes et si elles ont l'adhésion
de la majorité des responsables des lieux de culte. Parce que la difficulté sans doute d'Hakim El-Karoui, c'est de trouver un lien avec les responsables des mosquées. Justement, c'est une initiative qui a eu un grand nombre d'opposants, soit d'une manière, j'ose dire, nationale, voire internationale, et qui a été refusée quelque part. Et on voit la réaction de CFCM était sans appel, donc ils veulent rien savoir. Donc la question qui se pose, comment peut-on faire casser ce mur qui devient de plus en plus épais avec cette sourde oreille, d'ouvrir le débat et de permettre au moins à ces musulmans de France puissent vivre leur foi comme les autres composantes de la société? Je crois que c'est un problème de rapport de force interne au monde des croyants musulmans et donc il faudrait que des personnes comme Hakim El-Karoui et d'autres ouvrent leurs lieux de culte, ouvrent des mosquées et contrebalancent du coup progressivement l'influence des mosquées qui sont plutôt organisées avec l'aide d'États étrangers. Après, les choses se présentent pas de la même manière en fonction des origines des fidèles. Je crois que par exemple, la difficulté c'est que l'islam de France est très multiple, varié, et que il sera beaucoup plus difficile d'organiser l'islam subsaharien pour des personnes qui sont plutôt maghrébines, sans parler de l'islam turc, qui est complètement hermétique, je crois, à des propositions comme celle d'Hakim El-Karoui, parce que ça ne leur parle pas. Justement, j'ai eu des réactions par rapport à cette initiative, donc avec des personnalités qui sont passées, avec M. Kubibesh, avec M. Ahmed Ogaras aussi, donc par rapport à d'autres, donc tout le monde, ils disent non. Non, ce n'est pas OK. Est-ce que vous ne croyez pas que par exemple, c'est un franco-tunisien et la quasi-totalité de ceux qui dirigent le culte musulman sont connus, sont grosso modo de 3 nationalités, algérien, marocain et turc? Ça peut jouer à son défaveur, sachant qu'il s'agit quand même d'un rapport qui est assez consistant. Écoutez, il faut qu'il arrive à entraîner au moins un minimum de responsables. Et tant qu'il n'arrivera pas à cela, je crois que la situation sera bloquée. Et par ailleurs, aujourd'hui, au sein des mosquées ou au sein des fidèles, les subsahariens comptent et les Turcs comptent de plus en plus, puisque les Turcs sont en France les premiers, je dirais, propriétaires de surface de mosquées, en réalité, une fois qu'on enlève les mosquées indépendantes. Et puis, il y a aussi le poids non négligeable de l'UOIF, ou Musulmans de France, qui est réel, qui tous les ans fait une démonstration au Bourget de sa capacité à mobiliser. Et Musulmans de France est sans doute le seul courant qui n'est pas lié à un État. La solution pour les musulmans reste toujours suspendue en attendant que le président de la République, peut-être, à savoir est-ce qu'il va être suivi des faits par rapport à ces organisations ou pas, de mettre les jalons de l'organisation de l'Islam de France. Parce qu'il y a une question qui s'impose, c'est l'argent. C'est cette histoire de la traçabilité des fonds. Non, je crois pas. Je crois que d'abord, en réalité, le culte musulman a pas trop de problèmes financiers. D'abord, les cultes, de manière générale, génèrent beaucoup d'argent parce que les fidèles croyants, et c'est le cas dans le sein du culte musulman, n'hésitent pas à donner. On le voit au moment des périodes du Ramadan. Les sommes accumulées dans les mosquées pendant cette période-là sont parfois extrêmement importantes. C'est plus la volonté d'avoir une indépendance intellectuelle par rapport aux pays d'origine. Il y a l'islam qui se pratique dans ces pays d'origine qui se joue, à des degrés divers. Et bien évidemment, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a la mixité entre le nationalisme turc et la foi est telle que on voit mal comment, du jour au lendemain, ceux qui sont nés ici et qui sont d'origine turque arriveraient à s'exonérer du poids de l'AKP. On voit bien au moment des périodes électorales que ce n'est pas le cas, puisque le soutien au président Erdogan est plus fort dans les diasporas turques en Europe qu'il ne l'est en Turquie. Donc tout ça est très complexe. Donc il y a une présence de l'État turc dans la gestion de l'islam de France côté turc. Il y a une présence réelle.
Oui, mais qui est une présence avec une adhésion profonde des populations turques qui sont ici. Ma dernière question, si vous le permettez, monsieur le préfet. Vous avez parlé de misère, je reviens toujours à votre livre. Y a-t-il une solution à cette misère, mis à part de ce qu'on vient de citer? En tout cas, il faut qu'il y en ait une de manière rapide, parce que la dynamique, malheureusement, de l'islam est aujourd'hui polarisée pas par ce qu'il y a de meilleur, et donc il faut absolument qu'il y ait quelque chose qui contrebalance, et en particulier pour la jeunesse, qui est une partie de cette jeunesse musulmane qui est dans un péril important, puisqu'elle peut être aspirée par un islam qui est suicidaire en réalité, et qui l'emmène dans une impasse. Donc il y a une certaine urgence, voilà, et je pense que les responsables musulmans, en tout cas ceux qui souhaitent être les porte-parole de la communauté musulmane auprès des pouvoirs publics, peuvent se comporter en bon père de famille et prendre vraiment ce dossier à bras-le-corps. Écoutez, monsieur le préfet, Didier Liski, directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, président aussi de l'Institut européen en sciences de religion, écrivain, misère de l'islam de France. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation et je vous dis à très bientôt, espérons, comme vous l'avez bien expliqué dans votre livre, que ce dossier de l'islam sera clos très bientôt. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir, monsieur. Au revoir. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique.